Salut Sébastien, comment tu vas? Salut, tu vas très bien, merci. Et toi de ton côté? Très très bien, ravi de t'avoir sur le podcast. Comme je te disais en off, Merci de on s'était eu m'accueillir. il y a quelques semaines. Tu fais partie des invités que je cherche à avoir depuis le début. Tu Ouais. fais partie de l'irréductible que je souhaitais interviewer depuis longtemps. Donc je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui et qu'on puisse échanger parce que voilà, je pense qu'on peut se dire pas mal de choses intéressantes, notamment sur la partie bourse. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est qu'on décrive un peu ta stratégie et les raisons de ta stratégie, qu'on puisse échanger un peu sur les stratégies possibles en bourse. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, je te propose que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. Voilà, que tu fasses une petite présentation rapide de toi et de ton parcours. Ok, super Thomas. Bah écoute, déjà merci de m'avoir présenté l'opportunité d'être sur ton podcast. Je sais ça a mis du temps pour que ça se fasse, mais content. L'important c'est La que ça se soit réussite. fait. Ouais. Je m'appelle Sébastien, j'ai 33 ans. Je crois 32 ou 33. Tu sais, à un moment Arrête de compter après 30 ans. tu sais plus trop à une année près où t'en es. Je suis ce qu'on appelle un créateur de contenu dans le domaine de la finance, de l'économie et du business, principalement sur YouTube, un peu sur Twitter. Et à côté de ça, je suis aussi un entrepreneur où je vais créer un projet orienté également sur la bourse qui s'appelle Invest, qui est une plateforme de gestion de patrimoine et de recherche et d'analyse financière. Et ça fait depuis 2020 que j'ai fait ça. Ça a commencé avec la pandémie. J'imagine comme beaucoup de gens Comme beaucoup de créateurs de chez eux contenu. et qui ont commencé à s'ennuyer et qui ont commencé à voir un peu ce qu'ils peuvent faire. Donc ça a commencé avec la pandémie où j'ai commencé à investir moi personnellement de l'argent et je me suis dit j'ai commencé à voir sur internet comment on apprend à investir, etc. J'ai vu que c'était trop des vidéos orientées trop experts, trop des mecs qui voulaient à tout prix en costard cravate, trop de jargon. Et j'ai pas trouvé en fait quelqu'un qui se mettait au niveau de tout le monde. Et je me suis dit moi j'apprends autant de filmer et en expliquant à tout le monde. En fait, en expliquant rien du tout, en montrant en fait ce que je fais, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. Et c'est ça qui a bien marché, c'est que je pense que les gens ils ont raisonné. Enfin quelqu'un qui est comme nous mais qui nous montre en fait. Et voilà. Et on en est 5 ans plus tard, on en est à toujours faire ça et c'est plutôt cool. On est content. Trop bien. Toi aujourd'hui, Sébastien, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la bourse, ton activité à 100%, c'est de la création de contenu. Tu nous as parlé d'un business donc tu as monté qui s'appelle Invest et je pense qu'on va y revenir dans l'épisode parce que je pense que c'est important aussi de partager cette plateforme que j'utilise aussi à titre perso. Est-ce qu'aujourd'hui ton temps en matière professionnelle est alloué entre la création de contenu, Invest et d'autres projets ou ça se résume à... Enfin c'est déjà très bien, tu me diras, mais c'est vraiment ces deux projets-là aujourd'hui qui t'occupent ton temps? C'est ces deux projets-là. J'ai un tout petit peu de temps que j'alloue avec ma femme pour le magasin de vêtements. Je me rappelle, t'en avais parlé. Qu'on a lancé ça aussi en 2022. Et ça, on va bientôt faire la 3e année. Donc, alors c'est vraiment elle qui s'occupe de tout. Elle a mis, on a mis des employés. Ça scale doucement mais sûrement. Mais voilà, de temps en temps, j'ai besoin de mettre un input, j'ai besoin d'un peu surveiller, mais c'est minime par rapport aux deux autres. Mais ouais, c'est exclusivement la création de contenu sur ma chaîne YouTube et la gestion d'Invest qui prend tout mon temps. Ouais. Ok. Ok, écoute. Parce que ça, c'est un gros projet aussi. Et mon enfant. Et ça, c'est parce que ça, c'est aussi un gros projet. Ça prend beaucoup plus de temps qu'on ne l'imagine. Ouais. Je partage. Ayant eu le deuxième l'année dernière, je peux te dire que c'est costaud en termes de temps. Surtout quand on a des business à côté. Et enfin, un business on travaille de chez soi, je trouve que c'est dur après, tu vas te faire la part des choses parce que quand ils sont là, tu as encore envie de travailler. Enfin bref, moi, je sais que c'est compliqué d'arriver à gérer les deux, quoi. C'est pas comme quand tu es au bureau et tu rentres et tu vois, le fait que je travaille aussi à la maison, ça me tue par rapport à mon enfant. Il ouvre la porte. Enfin, il n'y a pas de break. C'est très confus.
Quand t'enregistres une super vidéo et que t'es content de toi, t'entends ouais. Ça arrive. C'est les aléas du direct, quoi. Ça arrive. Ok. Je te propose, Sébastien, que on creuse un petit peu sur ta stratégie en bourse. Alors, c'est pas quelque chose forcément, enfin pour ceux qui te connaissent en tout cas, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, parce que tu le partages sur ta chaîne. Mais moi, j'aimerais du coup qu'on échange, qu'on débatte et qu'on creuse sur certains sujets parce que voilà, je suis aussi un follower de ta chaîne. Tu vois, j'ai toujours voulu échanger avec toi là-dessus. Donc, j'aurais aimé que tu nous présentes déjà. Je sais que tu as plusieurs stratégies. Que tu nous expliques déjà quelles sont tes différentes stratégies en bourse et pourquoi. Alors du côté bourse, moi je suis un touche-à-tout généraliste dans le sens où j'aime pas me cloisonner dans une chose sans avoir testé les autres choses. C'est pour ça que même si je parais de l'extérieur parce que je parle beaucoup de ça sur ma chaîne, en tout cas j'en parlais beaucoup, c'est orienté dividende, c'est une stratégie orientée dividende. Mais ce que les gens savent moins, c'est que j'ai aussi d'autres portefeuilles orientés d'autres choses. Donc, c'est pour ça que je creuse là-dessus, parce que je sais que tu as d'autres stratégies, tu vois. C'est pour ça que je voulais vraiment creuser avec toi aujourd'hui. Donc, à date, j'ai 3 portefeuilles. J'ai un portefeuille actions à dividende, j'ai un portefeuille ETF et j'ai un portefeuille croissance. Croissance, c'est stock picking? C'est stock picking, ouais. C'est stock picking, mais ça contrebalance l'action à dividende dans le sens où là, on va aller prendre du risque et vraiment essayer de battre le marché. Alors que le portefeuille à dividende, c'est au contraire c'est plus un truc bon père de famille qui n'a pas été dessiné pour battre le marché, mais qui a été dessiné pour battre le marché. Enfin, pardon, je répète, qui n'a pas été dessiné pour battre le marché quand tout va bien. Mais qui a été dessiné pour battre le marché quand c'est la crise. Ouais, et être résilient. Résilient. Donc ça, c'est un peu la stratégie du portefeuille orienté dividende. Et le portefeuille orienté croissance, ça va vraiment plus être du risqué où on va aller mettre un peu quelques billes dans des noms à très fort potentiel, même si c'est pas forcément rentable. Mais voilà, c'est plus une stratégie. Je sais pas si tu connais la gestionnaire de fonds qui s'appelle Cathie Wood, américaine. Ouais, Ark Invest. Ouais, Ark Invest. Voilà, bon, c'est plus, on va plus s'approcher de ce que fait Cathie Wood que de Warren Buffett sur ce coup-là. Ok. Ouais. Moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est qu'on creuse un peu ces trois stratégies. Je vous explique un peu les critères sur lesquels tu te bases et pourquoi aussi tu fais ça. Je te propose qu'on commence par ce qu'on va appeler le socle passif, qui est tes ETF. Ok. De quoi est constitué ton portefeuille d'ETF? Donc là, j'imagine l'objectif, c'est de suivre la performance du marché. Ouais. Comment tu l'as constitué? Est-ce que tu peux nous partager ça? Quand j'étais quand j'étais à Dubaï, j'étais tombé sur quelqu'un qui faisait de la gestion de ce patrimoine et qui m'avait un peu montré ce qu'il proposait à ses clients en gestion passif ETF. Et il avait créé plusieurs portefeuilles en fonction du niveau de risque de ses clients. Donc, il avait créé un portefeuille pour les gens qui sont à peu près à la retraite ou proches de la retraite, qui veulent vraiment du pas risqué, jusqu'à des portefeuilles où là, on va prendre un peu plus de risques offensifs. Et il m'avait présenté ces options et ça m'avait beaucoup plu. Et mon portefeuille à ETF, c'était basé en fait sur son modèle offensif. Ok. Ou en gros, alors c'est offensif, c'est pas non plus du Cathie Wood Ark Invest, mais dans le monde des ETF, c'est ce qu'on considère offensif. Ouais. Donc c'est 6 ou 7 ETF. Donc j'ai un ETF. Le but en fait, c'est de couvrir tous les aspects de la bourse avec des obligations, des cryptos, des actions. Mais ce qui va changer en fonction en fait du profil de risque, ça va être les pondérations de chaque. Donc le profil vraiment lent, il va mettre à fond sur les obligations et pas de crypto et très peu d'actions, alors que l'offensif, il va un peu plus rajouter d'actions, baisser les obligations et les cryptos, il va aussi les augmenter. Donc on peut rentrer dans les détails. Laisse-moi ouvrir peut-être le portefeuille, comme ça c'est plus facile pour moi. Déjà, ça veut dire que finalement c'est un portefeuille multi-actif.
C'est un là, on portefeuille parle même. multi-actif. Ouais, c'est pas. C'est pas que Finalement, action. ça veut dire que, ouais, parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à, quand moi je conseille quand je conseille mes clients en CIF, j'ai tendance, tu vois, à faire la stratégie action d'un côté, la stratégie défensive de l'autre, donc obligation, on va dire, et la stratégie crypto encore d'un autre, tu vois. Pour tout un tas de raisons qu'on pourra débattre d'ailleurs, raison pour laquelle je suis pas ultra fan des ETF crypto ni des ETF obligataires. Donc ça, je suis curieux de voir un petit peu ce que tu as en ETF pour qu'on puisse échanger là-dessus. Ok. Petite précision. Étant donné que je ne suis pas résident en Europe, je ne suis pas assujetti à ces concepts de je dois acheter des ETF UCITS. J'ai la chance de pouvoir acheter des ETF américains. Ouais, donc plus de choix. J'ai beaucoup plus de choix. Les frais, c'est ridicule. Moins de frais, ouais. Tu dois avoir des frais avec 0,05. C'est des 0,0, voilà. Donc, donc, les ETF que je vais dire, normalement, ne devraient pas être disponibles pour le commun des gens qui habitent en Europe, quoi. Je pense que l'intérêt, c'est pas forcément de citer l'ETF, plutôt de citer l'indice sous-jacent suivi. Tu vois, je pense que c'est. Alors, j'ai ma plus grosse position, ça va être un ETF qui s'appelle le VTI. C'est un stock, c'est le marché américain. C'est 3000, c'est pas le SP500, c'est les 3000 plus grosses boîtes américaines. Donc, c'est plus diversifié que le SP500. Mais c'est un peu, ça fait moins de performance, évidemment. Mais ça m'expose à tous les États-Unis. Mais tu as du coup les mid-cap et les small-cap avec. Oui. En termes de composants, ça fait. Ouais, il y en a. Ça va jusqu'à la 3 millième, donc ouais, t'en as un bon paquet. Ouais. Ouais. Ok. Ensuite, j'ai un ETF pays développés hors États-Unis. C'est ma deuxième position. Pour éviter le doublon, ça c'est bien ça. C'est hors US, ouais. Ouais, ok. J'ai très peu de doublons, tu vas le voir. J'ai un ETF troisième position pays émergent. Ok. Émergent global ou que asiatique? Non, c'est émergent global. Émergent. Ok. Émergent Parce que tu sais que maintenant je sais que t'es pas concerné, mais sur le PEA aujourd'hui, avoir un ETF MSCI Emerging Market vraiment standard, c'est plus possible aujourd'hui sur le PEA. Tu sais que maintenant c'est soit Asia, soit tu as le Emerging Market ESG. Donc c'est vrai que du coup, il faut aller. Si nous, enfin, si en Europe, en France en tout cas, tu veux avoir le emerging market sur le PEA, c'est compliqué, quoi. Ok. Et tu sais pourquoi ils ont fait ça? Alors, historiquement, il y en avait deux. Tu avais le emerging market Asia et le emerging market classique. Et en fait, tu sais que Amundi, je ne sais pas si tu as suivi, c'était il y a 1 an ou 2, Amundi a fusionné avec Lyxor et ils ont revu tous leurs ETF pour éviter les doublons. Ils en ont profité pour passer beaucoup d'ETF en ESG. Ce qui fait que le emerging market classique, il est passé en emerging market ESG, Screened. Ils ont même enlevé l'Égypte ou je sais pas trop quoi. Enfin, ils ont changé l'indice sous-jacent, ce qui fait que sur le PEA, tu n'as plus d'origine. Enfin, le seul emerging market qui existe, c'est celui ESG. Et du coup, c'est plus du tout le même indice suivi parce que on passe de 1400 boîtes dans l'indice à 400 boîtes. Donc, on n'est pas du tout exposé au même indice, quoi. Ouais. Mais bon, après, il existe toujours. Tu peux même l'avoir en assurance vie, tu peux l'avoir sur le compte titre, mais tu l'as pas sur le PEA, quoi. Alors que tu dois le savoir, c'est quand même une belle niche fiscale en France pour investir en ETF, quoi. Évidemment, ouais. Ok, bon à savoir. Ensuite, donc on a dit, j'ai tout le marché américain, j'ai tout le marché pays développé, j'ai tout le marché émergent, j'ai real estate. Okay. C'est un ETF real estate, immobilier. Donc là, c'est une exposition à l'immobilier via les actions. Ça peut faire doublon avec les autres ETF, mais c'est un ETF. T'es sectoriel, quoi. Là, tu vises vraiment qu'un secteur, donc pas. Ouais, moi je trouve pas, mais ok. Le Grayscale Bitcoin Trust. Là, c'est 5% c'est 5% du portefeuille. Et ensuite, j'ai 2 autres ETF, et là, c'est obligataire, et là, c'est les plus petites positions. C'est le BND, c'est le Total Bond Market aux États-Unis, et le International Bond Market. Donc, en fait, j'ai 2 ETF obligataires, un dédié aux États-Unis et un dédié au reste du monde. Et c'est des obligations d'État et corporate de haute qualité. Ok. Du coup, moi j'ai 2 questions sur ce portefeuille d'ETF. Ouais. Alors, je trouve que, si je peux me permettre, je me permets de donner mon avis, même si tu ne me l'as pas demandé. Non, mais on est là pour ça,
Je trouve que ton portefeuille action, ton portefeuille de TF action, il est top parce que du coup, t'es ultra diversifié et puis voilà, et tu couvres finalement toutes les grandes économies. Moi, mes deux interrogations, c'est plutôt sur la crypto et les obligations. Ouais. Pourquoi ne pas acheter de crypto en direct? Pourquoi le prendre via un ETF? C'est une bonne question. C'est pas une question de flemme, c'est une question de. En fait, de base, moi, je suis pas très crypto. Je reste un crypto sceptique. C'est juste que dans le template du gars, il y avait ça, et puis ça, il m'a parlé que ça faisait sens et que c'était que 5%, donc autant le faire. Enfin, c'est pas ça qui va. Mais le fait que ça soit un ETF, c'est que pour moi, ça a beaucoup simplifié les choses. Parce que si je veux rentrer dans la crypto, il faut que je rentre dans la détention de clés et tous ces tout le process lié à la crypto. Tout le process qui évaluait les cryptos et que j'avais pas envie de faire, tu vois. Je suis pas très fan des exchanges parce que je sais que la chose n'a pas été designée pour que ça soit fait sur des exchanges. Donc, je suis pas très fan en fait de cumuler des trucs sur des exchanges et tous les jours on entend des trucs incroyables dans ce monde-là. Tu vois. Deuxième chose, quand j'ai acheté le GBTC, c'est le Grayscale Bitcoin Trust. Tu sais je sais pas si, j'imagine que tu sais comment ça fonctionne, mais l'ETF, il est coté, mais il détient lui. Le fonds détient des cryptos, il détient des bitcoins. Sauf que le prix de l'ETF, il est lié au prix du bitcoin, mais il est aussi lié à l'offre et la demande de cet ETF en lui-même. Et à un moment, en fait, l'ETF était moins cher que ce qu'il détenait. Et c'est ça qui il répliquait pas bien l'indice, quoi. Enfin, il répliquait pas bien, le sous-jacent, quoi. En fait, à l'époque, il avait beaucoup baissé parce qu'il y avait ces histoires de SEC qui voulaient pas approuver qu'il devienne un ETF. Du coup, il s'était un peu écroulé en termes de prix. Et en fait, il y avait une opportunité pour l'acheter parce que le premium était négatif. C'est-à-dire que si tu achetais l'ETF, t'achetais en fait du Bitcoin moins cher et c'était un premium négatif de 20% au moment quand je l'ai acheté. Donc, quand j'ai acheté cet ETF, en fait, c'est comme si j'avais acheté du Bitcoin, mais 20% moins cher. Ok, en solde. C'est ça qui, à l'époque, m'avait dit, bon, allez, je le prends un peu. Ok. Bon, aujourd'hui, j'imagine que tu ne regrettes pas trop, non? Cet ETF, il doit être pas trop mal. Bah, écoute... Je sais pas quand tu l'as acheté, mais à moins que tu l'aies acheté... J'ai mon retour est de plus 200% sur cet ETF. C'est mon ETF avec le plus gros retour. Bon, tu vois, t'as bien fait de t'exposer pour un crypto-sceptique, ça. Ouais, on va pas se le cacher, oui, mais après, c'est juste la période. Faut voir après sur plus long terme. Et pour quelle raison, du coup, tu es un crypto-sceptique? Qu'est-ce qui te rend sceptique sur la crypto? Alors, moi, je considère dans la crypto, tu as quand même deux mondes. Tu as le Bitcoin et le reste. Okay. Je voulais savoir, c'est comme ça que je le vois. Je voulais savoir, est-ce que toi, tu considères Bitcoin et les autres cryptos comme quelque chose sur lequel tu crois pas forcément? Enfin, pour quelle raison tu te sens sceptique vis-à-vis de cet actif-là? En fait, de manière générale, c'est tout le temps la même chose pour moi. C'est que j'y vois une utilité technologique à plein de choses, mais j'y vois pas en fait j'y vois pas l'intérêt de prise de valeur. C'est-à-dire que on peut l'utiliser, ça peut peut-être être une monnaie, enfin tous les autres cryptos, ça peut être une monnaie, ça peut être quelque chose, mais il n'y a pas vraiment en fait de fondamentaux tangibles sur lesquels tu peux constater pourquoi le prix est de tant. C'est-à-dire que là, moi, aujourd'hui, si tu me donnes n'importe quelle action ou n'importe quel bien, etc., et tu me dis cette action vaut 70 balles, je peux t'expliquer pourquoi elle vaut 70 balles. Et je peux t'expliquer pourquoi la semaine dernière, elle valait 50 et pourquoi aujourd'hui, elle en vaut 70. Je peux t'expliquer ça. Alors que le Bitcoin ou n'importe quelle crypto, si tu me donnes le prix actuel, je peux pas t'expliquer pourquoi ça vaut ça. Dans le sens où je peux pas t'expliquer pourquoi ça vaut ça et ça vaut pas 10 fois moins cher. Est-ce que tu peux, par exemple, me dire pourquoi le Bitcoin aujourd'hui, il est autour des 190, 100K?
Pourquoi il vaut 90? Pourquoi il vaut pas 70, par exemple? Alors qu'avec une action ou un ETF ou n'importe quel bien, je peux trouver une explication et un justificatif de pourquoi il vaut tant. Parce qu'il y a derrière, au-delà, en fait, je dis pas que c'est inutile, même si c'est utile, mais c'est pas suffisant pour que ça quantifie, en fait, pourquoi ça vaut tant. La seule chose qui justifie pourquoi ça vaut tant, c'est juste parce qu'il y a plus de gens qui en détiennent. Ouais, toi, en fait, ce qui te dérange, c'est vraiment le côté, on va dire, analyse quantitative. Enfin, on n'a pas de ratio concret comme on peut avoir sur une action où on va avoir des datas sur l'endettement, le free cash flow, bref, toutes les datas qui permettent de dire, OK, la boîte va bien et elle est à son juste prix ou non par rapport à certains ratios. Vu qu'on n'a aucun ratio sur le Bitcoin et que ça dépend que de l'offre et de la demande, c'est un peu ça ce que tu veux me dire, en fait. C'est qu'avec les actions, on a des chiffres, en fait, on a des bilans, c'est des sociétés qu'on peut analyser. Plus le sentiment de marché fait qu'on est à ce prix-là, alors que le Bitcoin, c'est que du sentiment de marché, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que le Bitcoin et les cryptos, je suis vraiment à la merci de ce que les autres veulent, enfin, l'humeur des gens en ce moment. Je suis à la merci de l'humeur des gens en ce moment. Je dis, alors sur les ETF, ça arrive, ça remonte, les actions et les ETF sont aussi à la merci de ces rumeurs, mais il y a toujours un seuil, en fait. Il y a un seuil où il y a un moment, il y a quelque chose qui dit stop, vous pouvez pas faire plus que ça, tu vois, parce que il y a la raison des gens qui disent oui, mais attendez, là, ça devient moins cher que ce que ça vaut. Alors que sur les cryptos, il est où ce seuil? Qui définit ce seuil? C'est un seuil, c'est vraiment basé en fait sur l'humeur et le mode des gens. C'est que là, il y a peut-être des risques géopolitiques. Oui, il y a peut-être un seuil que je pourrais te dire. Alors, je ne suis pas un expert crypto, donc j'invite les gens en commentaire à contredire ce que je dis. Mais je sais que, par exemple, tu vois, les mineurs, donc tu dois savoir, les mineurs qui minent du Bitcoin, il y a un certain seuil de prix en dessous duquel ils ne sont plus rentables. Et je ne sais pas combien il est aujourd'hui, mais je sais que c'est arrivé des fois où le prix du Bitcoin, le sentiment de marché était tellement négatif, dans les fameux bear market, les hivers crypto, on était tellement bas que il y avait un prix au-delà duquel en fait c'était plus intéressant pour les mineurs de miner. Et il y avait un peu ce seuil psychologique où il fallait que le Bitcoin il vaille au moins ce montant-là. C'était un peu considéré comme la valeur seuil, quoi. Encore une fois, je te dis peut-être des bêtises, mais pour répondre un peu à ta question, je dirais que ce serait peut-être ça, ce seuil qu'on pourrait rechercher, tu vois, pour donner une valeur, quoi. Même si encore une fois, ça veut, enfin, tu vois, comme tu dis, il n'y a pas de ratio derrière, donc peut-être que le seuil dont je te parle, en fait, il veut aussi rien dire. Mais je sais que pendant des années, j'avais entendu ça, en tout cas, que ça pouvait être, on va dire, une base sur laquelle on pouvait s'appuyer, quoi. Ok, intéressant. Et du coup, là, tu vois, je comprends ton point de vue sur le fait que tu n'as pas forcément envie d'être trop à la merci de l'offre et la demande sur la crypto, parce que la volatilité est effectivement beaucoup plus extrême que sur la bourse. Par contre, tu vois, moi je trouve que, alors là je parle que pour le Bitcoin, hein, je trouve que les fondamentaux ils sont là en fait. Les fondamentaux ils sont là et quelle que soit l'offre et la demande, ils n'ont pas bougé. Une offre fixe à 21 millions, une sécurité qui est faite, qui est gérée par le réseau et par les gens, une façon, comment dire, le fait de faire des transactions de manière rapide, scalable et pas chère, enfin bref, tout ce pourquoi est fait le Bitcoin. Et aussi, on va pas se mentir, hein, c'est un peu un actif un peu anti-système aussi, pas anti-système, mais tu vois, qui est contre aussi tu vois, la politique inflationniste des banques centrales. Tu vois, pour moi, tant que les fondamentaux de sécurité, de quantité maximale d'actifs prédéfinis et de scalabilité sont pas forcément remis en question, pour moi, les fondamentaux, ils sont toujours là. Et quelles que soient les news qui arrivent, quel que soit ce que va dire Trump, ou bref, tout ce qui peut se passer et qui fait bouger le prix de manière forte, ça remet pas en cause, en fait, la valeur long terme de l'actif. Donc, je comprends ce que tu dis, que ce qui t'embête, c'est de pas avoir. Est-ce que tu es sûr, Thomas, que ce sont des fondamentaux? Pour moi, oui. Pour moi, c'est des fondamentaux solides. Enfin, c'est ce qui en fait la valeur de cet actif-là, en fait. C'est ce qui en fait son unicité, en fait. Ouais. Mais si je
si je crée une crypto maintenant qui a les mêmes caractéristiques du Bitcoin, donc j'ai les mêmes fondamentaux que le Bitcoin. Ouais. Est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle marche? Ben, c'est une très bonne question. Et la réponse est probablement non. Probablement non, parce qu'en fait, il y a plein qui ont essayé. Donc, c'est pas le secret n'est pas dans les fondamentaux. Ben, dans la caractéristique, et c'est dans la confiance aussi. Tu vois, c'est un actif c'était le premier à être créé. Et justement, voilà, ça c'est la vraie raison. C'est ça la vraie raison. Tu es vraiment à la merci de la confiance des gens. Et ouais, mais t'as aussi le côté que, tu vois, t'as tout un réseau qui est derrière et qui va pas s'effondrer du jour au lendemain, en fait. Alors, il peut, hein, mais il peut y avoir, je sais pas moi, si un jour il y a un hack, alors moi j'y crois pas trop parce que justement il y a cette fameuse règle des 51% et qui fait que ça sert à rien de hacker le réseau. Mais oui, tu as raison que ça repose aussi dans la confiance de cet actif et la confiance dans les mineurs, dans tous les gens de l'écosystème. Mais si les caractéristiques ils restent les mêmes, moi, titre perso, encore une fois, ce n'est que mon avis, je vois que cet actif, il a du potentiel à long terme. Et malgré la volatilité court terme, moi, je pense que sur le long terme, c'est quelque chose d'intéressant. Mais ouais. Vas-y, je te laisse rebondir, Sébastien. Les 100K, ils tournent autour des 100K à peu près. Est-ce que pour toi, c'est vraiment que le début ou c'est un prix acceptable ou c'est sous-valorisé? Comment tu valoriserais le Bitcoin par rapport à sa valorisation actuelle? Alors, comme toi, je n'ai pas de data pour te dire il est bien ou pas bien valorisé. Par contre, je pense qu'il y a du potentiel, il y a encore du potentiel sur le long terme. Enfin voilà, après, tout le monde parle du $1 million. Hein, je pense que c'est faisable. J'avais interviewé sur ma chaîne le CEO de Stackinsat, qui est un maximaliste Bitcoin, et lui m'avait expliqué, enfin il avait dit dans l'épisode que en gros le Bitcoin avait le potentiel d'aller rejoindre la capitalisation de l'or, et en gros ça pourrait se stabiliser à ce moment-là, et ce serait autour d'$1 million. Bon, c'est que des prévisions, on n'a aucune idée si ça arrivera, c'est qu'une théorie. Moi, je pense que oui, il y a encore du potentiel parce que c'est encore ultra volatile. Tu vois, le prix n'est pas vraiment stable. Il y a encore tellement de fausses rumeurs qui passent sur le Bitcoin. J'ai l'impression que les gens ils le comprennent pas encore bien. Et moi, je pense qu'à terme, c'est quelque chose qui rentrera dans les mœurs et voilà, qui aura sa part à part entière dans un patrimoine. Et pourquoi pas en échange de valeur. Alors, a priori, l'utilité, c'est plutôt une réserve de valeur, hein, ce serait plutôt ça. Mais bon, voilà. Moi, en tout cas, j'y crois sur le long terme, quoi. Ok. Intéressant. Ensuite, je voulais aussi comprendre, du coup, les ETF obligataires que tu as choisis. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des durations dessus? Enfin, il y a c'est des obligations avec des échéances précises, enfin des échéances fixes, ou ces obligations avec des roulements, avec juste des échéances moyennes, je sais pas, des 7-10 ans, 3-5 ans, des choses comme ça? Alors, je suis pas rentré dans ces détails, mais je crois que ça tourne. Enfin, moi, j'ai rien à faire. C'est juste, c'est le TF qui s'en occupe. Mais si je me rappelle, parce que ça fait longtemps que je les avais achetés, mais quand j'avais lu, effectivement, c'était des trucs rotatifs. Ok. Et du coup, t'en es content de la perf? Ça a donné quoi là depuis Ah non, la perf, elle est pas tip top. Elle est pas géniale du tout. Après, t'as eu la remontée des taux qui ont dû faire un petit peu mal, quoi. Ouais. Après, ça a plutôt bien marché. Ça a plutôt bien marché durant la pandémie, tu vois, où ça se tenait bien. Mais après, non. Après, on a eu des années boursières exceptionnelles. Comment tu veux que les obligations tiennent la route face à ça, tu vois. Là, c'est vraiment des trucs. C'est 2 ou 3% de la position. Chaque ETF, c'est 2 ou 3%. Donc, c'est rien. C'est vraiment juste c'est pour faire acte de présence dans le portefeuille. Ok. Ok, je te propose maintenant que tu nous expliques un peu plus ta stratégie stock picking. Donc, dans un premier temps, peut-être la stratégie dividende et ensuite la stratégie croissance. Ok, donc comme on l'a dit plus tôt, pour moi, le portefeuille à dividende est vraiment orienté protection, création de revenus passifs, un portefeuille plutôt stable.
même si je suis petit à petit en train de le réorienter vers de la croissance, mais toujours axé dividende. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années que j'investis dessus, après analyse, je l'ai trouvé trop défensif en fait. Il y a beaucoup, le portefeuille est trop orienté défensif et qui n'est pas forcément adapté à mon âge, dans le sens où je suis encore jeune et que c'est dommage que je le défende trop maintenant, alors que je pourrais le défendre plus tard et que je passe à côté de performances plus intéressantes. Même si le but, c'est pas de l'orienter croissance dangereuse, mais plus un peu moins défensif pour un peu plus de croissance sympathique pour suivre un peu en fait les indices. Donc concrètement, je vais réduire le nombre de positions et je vais me séparer des actions les plus pas chiantes, mais les plus lentes, les moins performantes. Avec les plus gros dividendes peut-être? Non. Oui et non, pas forcément. Pas forcément. Par exemple, je pense à une boîte comme Nestlé. Nestlé, c'est pas un gros dividende, mais l'intérêt de Nestlé, c'est que c'est une boîte increvable. Nestlé, il peut se passer quoi que ce soit, tu auras toujours ton dividende de Nestlé. Tu auras toujours ton action Nestlé, tu vois. Mais c'est pas forcément un gros rendement. Je crois que Nestlé, ils sont à 3%, par exemple. C'est pas un gros rendement, on n'est pas dans les 5 ou 6. Mais tu vois, Nestlé, ça fait partie des actions dont je me débarrasse parce que j'ai pas un âge, en fait, je suis encore trop jeune pour que j'ai du Nestlé dans le portefeuille, alors que j'ai aussi d'autres boîtes. Tu vois, le but, c'est en fait de garder toujours des boîtes style Nestlé, mais pas autant. Parce que j'ai plein de boîtes vraiment. J'ai vraiment beaucoup de boîtes très défensives. Nestlé, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Colgate, Palmolive. Enfin, tu vois, il y a plein de boîtes très bien, mais que je peux réduire, en fait. Je peux en enlever la moitié et plutôt renforcer sur des trucs orientés croissance. Je pense à Microsoft, je pense à Broadcom, je pense à des trucs un peu plus dynamiques, tu vois, mais tout en restant stable, tout en restant sain, tu vois. Bah, après, moi, c'est marrant parce que j'ai eu la même réflexion que toi. Il y a 1 ou 2 ans, j'ai pivoté mon portefeuille aussi. Au début, j'étais très axé gros dividendes. Enfin, j'avais à peu près la moitié de gros dividendes et moitié dividendes croissants. Et en fait, j'ai eu la même réflexion que toi en me disant, bon, en fait, je suis pas si vieux que ça. Aujourd'hui, je me suis posé la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ces revenus passifs aujourd'hui? Et je me suis dit, non, parce qu'aujourd'hui, je travaille, je me verse un salaire et tout, donc c'est pas aujourd'hui. Je me dis finalement, et je te pose la question à toi, est-ce que finalement, tu vois, ces boîtes-là, Nestlé, les McDo, les Coca, Realty Income, est-ce que c'est pas des boîtes à avoir quand vraiment on veut se créer notre rente, en fait, tu vois? Est-ce que c'est le moment dans notre vie de les avoir, ces boîtes-là? Et alors, désolé, je vais finir ma réflexion et je vais te poser la question après. Et du coup, je me suis posé cette question et je me suis dit, non, en fait, aujourd'hui, tout de suite, j'ai pas besoin de toucher de gros dividendes parce que déjà, j'ai pas besoin de revenus passifs. Donc, c'est pas très efficient parce que d'une part, les boîtes, généralement à gros dividendes matures, elles vont sous-performer leur indice. Ils vont verser un gros dividende qui en plus est fiscalisé à 30%. Alors du coup, je sais pas combien toi t'es fiscalisé, mais voilà, en France avec le CTO, c'est 30%. Donc du coup, je dis bon, il y a double inefficience. Mais je me suis aussi dit, ok, je vais passer sur une stratégie plutôt stock picking qualité. Donc avec ou non dividende, les dividendes, ça devient un bonus s'il y en a un et c'est pas du tout un critère. Je vais plutôt me baser sur les fondamentaux. Mais il y a une part de moi qui m'a fait garder 1/3 quand même d'actions à gros dividendes, juste pour réduire la volatilité du portefeuille et un peu pour avoir cette partie défensive. Je sais qu'elle ne fera pas mieux que l'indice, mais je me dis quand tout va mal, ton dividende il tombe toujours. Donc voilà, c'est un peu l'évolution de ma réflexion et je voulais savoir si toi tu as eu pareil ou si ça te parle. Je pense qu'on est aligné sur ça, donc effectivement c'est la réflexion que j'ai eue et que j'ai toujours actuellement. Et effectivement, alors moi c'est pas tant pour les gros dividendes, c'est-à-dire que moi j'ai jamais été intéressé en fait par les boîtes qui ont des rendements limite à 2 chiffres. Moi c'est plus pour la partie de diversification, dans le sens où tu dis à partir de 3%. Ouais, pour moi gros dividende c'est genre 4-5. Hein. Pour moi au-dessus de 7-8, là ça devient trop dangereux quoi, tu vois.
Ok, d'accord. En fait, Nestlé, je m'excuse, mais c'est un gros rendement. On est à on est à 7% en fait sur Nestlé. Donc, Ah ouais, effectivement, d'accord. ouais, on est à 7%. Ouais, après, c'est pas, j'ai pas de stratégie. En fait, justement, la réflexion que j'ai eue, c'est que le rendement ne m'intéresse plus. Moi, ce qui va plutôt m'intéresser, ça va être la croissance de ce dividende-là et la croissance des revenus, de la boîte. Donc, en gros, tu peux imaginer un triangle. Tu peux imaginer un triangle et les actions qui vont m'intéresser sur ce triangle, ça va être les actions qui ont le triangle de la croissance, ce que j'ai appelé le triangle de la croissance. Ça va être la croissance du revenu, la croissance du dividende et la croissance des bénéfices par action. Alors, quand tu parles de revenus, tu parles du chiffre d'affaires ou du bénéfice? Du chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires. Okay. Le bénéfice, c'est la partie bénéfice par action. Okay. Donc, quand tu as une boîte où tu vas viser, par exemple, et après, c'est les critères que tu veux, mais dans l'idéal, c'est de viser entre une croissance de ces trois entre 5 et 10% par an. À part après, on reste dans de la très forte croissance. Mais quand tu es entre 5 et 10% sur ces triangles-là, généralement, tu as un portefeuille qui est considéré orienté vers la croissance. Okay. Parce que des boîtes comme Nestlé ou Colgate, etc., ne font pas plus 10% chaque année. Ouais, clairement, ouais. Et moi, ce qui va justement m'orienter, ça va être de un peu plus peser mon portefeuille sur ces boîtes qui font du plus 10% par an. Tu vois. C'est Microsoft, c'est Nvidia, c'est Google. Toutes ces boîtes, on verse des dividendes. Et elles faibles dividendes, et elles le battent le marché. Ok. Mais donc finalement, on est plus sur une stratégie. Enfin, tu vois, les boîtes que tu me cites là, voilà, Nvidia, Microsoft, pour moi, c'est des boîtes plutôt de qualité plutôt que de croissance. Enfin, tu me diras, les deux sont un peu liés finalement, hein, mais est-ce que du coup, tu as d'autres critères en plus du coup de la croissance? Est-ce que tu regardes aussi, par exemple, l'endettement, les marges, le free cash flow? C'est des choses aussi qui font partie de tes critères vraiment primordiaux, ou vraiment tu as déjà ce triangle-là qui est ta base? En fait, ce qui va m'intéresser, c'est, enfin, pour moi, il y a deux analyses. Il y a l'analyse d'une portefeuille, si elle rentre dans le portefeuille ou pas. Et il y a ensuite l'analyse de est-ce que si je renforce cette action ce mois-ci ou pas. C'est pas tout à fait la même chose. Okay. Pour renforcer, tu n'as pas besoin de replucher tous les fondamentaux, voir l'historique parce qu'elle est déjà dans ton portefeuille. Donc, la question de voir si tu renforces cette action maintenant, c'est plus sur la valeur actuelle, sur de la technique, etc. Donc, c'est deux manières d'analyser. Pour la rentrée sur le portefeuille, donc là, effectivement, je vais m'intéresser à la croissance basique des fondamentaux. Donc, c'est le chiffre d'affaires et les bénéfices. Ça m'intéresse de voir ces deux-là. La croissance du dividende, c'est un fondamental qui m'intéresse. Et ensuite, je vais aller voir les ratios, les marges et les retours sur capitaux. Tout ce qui est retour sur capitaux investis, etc. Et les marges, parce que ça va définir en fait à quel point la boîte est efficace, si elle a de la concurrence, comment elle réagit face à la concurrence et comment l'équipe de direction investit en fait. Tous les retours sur capitaux investis, ça c'est en gros, c'est un indicateur qui te dit est-ce que le management est compétent ou pas. Donc c'est ça qui va m'intéresser principalement. Ça va être la croissance des fondamentaux de base, chiffre d'affaires, bénéfices, les actifs, etc. Le dividende, les marges et les ratios les ratios des retours. Je regarde le reste, mais en fait, c'est principalement ceux-là qui vont directement me dire en un coup d'œil est-ce que je continue ou pas, tu vois. Ok. Donc là, clairement, on est plus dans une stratégie croissance / qualité, quoi. Ouais, je suis pas dans la valeur, c'est-à-dire que je ne chipote pas trop. J'attends, elle est à 96. J'attends qu'elle descende à son support à 93. Pour moi, ça m'intéresse pas ça. Ça va m'intéresser quand il y a trop d'extrêmes. Ça va m'intéresser quand, voilà, si vraiment la boîte,
tu sens que il y a eu une euphorie dessus et qu'elle vaut trop cher, là, je vais peut-être attendre, tu vois, je vais peut-être pas mettre à ma watchlist. Mais je suis pas dans la valeur dans le sens où j'attends pas qu'une action soit sous-évaluée pour l'acheter. Ok. Parce que il y a des exemples, surtout si elle est de qualité, il y a des exemples où la boîte continue pendant plusieurs années avant de revenir à la moyenne. Mais si tu gagnes plus avec le crash de fin pour un retour à la moyenne qu'à avoir attendu toute cette période et avoir l'acheté quand elle a été redescendue à sa moyenne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Mais ça arrive sur certaines actions et tu les détectes quand c'est vraiment des actions très qualitatives où tu sens qu'elle va rester longtemps en fait valorisée, tu vois. Ok. Et du coup, est-ce que ça t'arrive de vendre du coup? Enfin, si tu vends, sur quel choix tu le fais et est-ce que c'est juste un changement de stratégie ou est-ce que par exemple, je sais pas moi, t'as des critères sur les fondamentaux où tu dis ok, ça respecte plus, là je dégage. Enfin, comment tu réagis sur le turnover du portefeuille? Alors, je vends très rarement. J'ai dû vendre dans mon portefeuille 2 fois, pas 2 actions, mais 2 fois. Deux fois, mais chaque fois il y avait plusieurs actions. La première fois, c'était plus par je venais de commencer, enfin ça faisait pas très longtemps que j'avais commencé, que je m'étais très engoué sur toutes ces actions sont trop bien, allez je les achète. Et après du recul, je me suis dit bon, ça sert à rien d'avoir Coca et Pepsi. Il faut choisir, ça sert à rien d'avoir Visa et Mastercard. Il faut choisir. Donc là, c'était la première vague où j'ai dû vendre. Pas parce que Visa ou Mastercard, enfin j'ai vendu Mastercard à l'époque, pas parce que Mastercard était moins bon que Visa, mais parce qu'il fallait choisir. Ouais, voilà, pour éviter les doublons et avoir trop de lignes, j'imagine. Pour éviter les doublons, tu vois. Donc ça, c'était la première fois que j'ai vendu. Et la deuxième fois, c'est celle qui se passe actuellement vers la réorientation. C'est pas parce que ce sont des actions pas très bonnes, mais c'est parce que la stratégie évolue, quoi. La stratégie évolue, je veux pas avoir autant de lignes et il faut choisir. Et là, concrètement, ça va être, comme je t'ai dit, les critères où il y a plus de croissance, tu vois. Nestlé, je vais vendre Nestlé, pas parce que Nestlé, c'est une mauvaise action. Au contraire, Nestlé a sa place dans des portefeuilles pour une stratégie particulière. Mais parce que ça correspond, enfin, elle n'a plus la croissance qui m'intéresse d'avoir à cet âge-là actuellement, tu vois. Intel, c'est pareil. Intel, là, c'est une action très sous-évaluée, qui traverse beaucoup de problèmes, qui a des fondamentaux qui sont en train de trembler, on va dire. Mais voilà, je m'en sépare parce que il faut être patient sur cette action et je suis pas dans mon profil, c'est pas dans mon profil actuellement par rapport à ça. Ok. Mais du coup, voilà, c'est plus. Ouais, pardon. Du coup, quelle va être la limite entre cette réallocation que tu vas faire dans ta stratégie à dividende avec la stratégie de croissance que tu vas nous parler après, peut-être? Est-ce que les critères ils vont pas être proches ou du coup sur ta stratégie croissance, tu es vraiment sur d'autres critères complètement différents? Non, la stratégie croissance, c'est d'autres critères complètement différents. Là, ça va vraiment être tête brûlée, quoi. C'est pas tête brûlée. Non, il y a de l'analyse. Mais de l'analyse très optimiste, dans le sens où on cherche le Bitcoin des actions, quoi. C'est la crypto des actions. Alors c'est pas forcément mauvais. Il y a beaucoup de là le portefeuille actuellement, il y a 26 actifs dessus. On a beaucoup d'actions qui se sont éclatées parce que c'est vraiment du 50-50. Mais c'est un peu comme le VC, tu vois. C'est un peu comme les. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Ils investissent dans 10 startups, ils en perdent. Et t'en as une qui pète. Et t'en as une qui pète, tu vois. Et c'est comme ça à peu près que le portefeuille fonctionne. Et on est positif. On bat le marché jusqu'à maintenant sur ce portefeuille-là. Alors que quand tu l'ouvres, tu vois beaucoup de rouge, un peu de vert, mais le vert, il est intéressant, tu vois. Et ouais. Tu peux nous dire quelle action, forcément, on va s'intéresser à ce qui a marché. quelle action a vraiment pété sur ton portefeuille? Eh ben, on a Meta. Je sais pas si tu te souviens un peu de Facebook, mais qui ont traversé une période très difficile. Ah ouais, je me rappelle, c'était 2022, je crois, hein, où ils se sont crashés. Mi-2021, ils se sont crashés jusqu'à fin 2022 de manière très violente.
Nous, on a acheté au milieu de ce crash et depuis, l'action, elle a explosé. Donc, la première action qui a bien monté, c'était Meta. Ensuite, je vais te donner des noms. CrowdStrike, est-ce que tu connais CrowdStrike? Non, je connais pas. Ok, donc ils font de la cybersécurité. Okay. On a doublé notre position sur CrowdStrike. Mercado Libre, tu connais? C'est une sorte d'Amazon d'Amérique latine, non? Un truc comme ça? C'est l'Amazon de l'Amérique latine. Excellente action. Un géant du e-commerce. Shopify, on a Amazon et on a Alphabet. Salesforce. Après, en actions qui ont complètement, tu vas voir les trucs qui ont foiré. DocuSign, tu connais DocuSign? Ah bah oui. DocuSign, ça s'est éclaté. Teladoc, de la santé à distance, ça va exploser pendant la pandémie. En fait, il y a beaucoup d'actions qu'on a achetées qui étaient censées avoir complètement transformé les mœurs pendant la pandémie. Je pense à DocuSign pour les signatures de documents. Teladoc avec de la santé à distance, où là, on s'est dit, waouh, même si la pandémie, en fait, se termine, ça y est, les gens se sont habitués à signer sur DocuSign, tu vois, plus personne va aller signer à la main. En fait, pas du tout. Ça s'est complètement éclaté. C'est vrai que les positions que tu dis, c'était des positions que moi aussi, pendant un moment, j'avais investi sur l'ETF ARC. Et pas mal de positions que tu dis sont dedans. Et c'est vrai que il y a eu 2021 où ça a explosé, puis 2022, depuis 2022, l'ETF ARC, il a pris vraiment cher. Je crois que là, il se réveille un petit peu. Là, il se réveille un peu, Il se réveille un peu, Alors, je préfère préciser pour les auditeurs, l'ETF ARC, c'est un ETF à gestion active, ultra risqué. Donc, ne croyez pas que c'est un ETF qui veut faire la perf du marché. Enfin, on est très très loin d'un ETF S&P 500 ou MSCI World. On est sur un ETF très exotique. Donc, attention. Puis en plus, on peut même pas l'acheter en Europe. Moi, j'avais dû le répliquer à la main et tout. Enfin bref, c'était compliqué. En Europe, c'est un portefeuille donc. Alors moi, je considère qu'on prend moins de risques que ARC parce que ARC c'est vraiment de la biotech, c'est vraiment, enfin tu vois, ils vont piocher, ils vont aller vraiment sortir des noms que tu connais pas, tu vois. Alors que nous, dans le portefeuille, on a quand même. C'est que de la tech disruptive, quoi. Ouais, ils sont vraiment dans la tech de révolution, tu vois. Alors que nous, on a quand même mis des boîtes. En fait, on a décidé sur ce portefeuille de faire du solide. Il y a quand même. Il y a 50 de solides. Où ça va au moins faire autant que le marché, parce qu'on est quand même sur du Meta, Shopify, Amazon, Google, donc voilà, on est sur la crème du SP500, mais on veut aussi avoir une autre moitié où c'est vraiment prise de risque, tu vois. Et c'est là où ça va être des petites boîtes comme CrowdStrike, Datadog, Autodesk, etc., où là, c'est vraiment de la prise de risque un peu plus que sur les grosses boîtes. Et là, ça peut marcher ou pas. C'est quitte ou double. Ok. Bon, en attendant, si tu as battu le marché depuis 3 ans, 4 ans, c'est bien déjà. Ouais. Intéressant. Ok. Et en termes de proportion, tu vois, tu as 3 stratégies. Tu as les ETF, les actions à dividendes / qualité et croissance. C'est quoi la proportion de ces 3 stratégies, tu vois, dans ton patrimoine? C'est quoi? Tu as fait un tiers, un tiers, un tiers, ou tu as plus pondéré l'un ou l'autre? Alors, c'est plutôt les dividendes. Alors, je vais pas parler du patrimoine dans sa globalité. On va plutôt parler de ce qui est bourse, peut-être. Ça va être plus facile. C'est le portefeuille à dividendes suivi par le portefeuille à croissance suivi par les ETF. Okay. Dans le sens où on est à peu près sur du 40, plutôt 50, 30, 20, tu vois, en pourcentage. Okay. En termes de bourse, on est plutôt à 50% dividendes, 30% croissance et 20% ETF. D'accord, ok. Ok. Est-ce que, en marge de la bourse, tu peux nous partager un peu ce sur quoi tu investis, à part ça? J'imagine que, alors peut-être que je me trompe, mais j'imagine peut-être que la bourse représente la majeure partie de ton patrimoine, ou peut-être pas. Et de quoi, enfin, qu'est-ce que tu as testé d'autre? Ok. Qu'est-ce que tu as testé d'autre comme stratégie? Enfin, sur quoi tu investis? Alors,
Je fais de l'immobilier, et dans l'immobilier, alors, on va commencer par l'immobilier fractionné. C'est la nouvelle mode d'investissement slash crowdlending, où tu mets de l'argent sur des plateformes style Brix, et ça te permet en fait de participer collectivement à l'achat d'un bien avec des rendements intéressants, une plus-value potentielle. Donc là, j'ai mis à peu près 10 000 € sur Brix. Okay. Si je me souviens bien. On est à peu près à 8 000 € sur Brix, sur ce type de bien. J'ai aussi des actions non cotées. Okay. Je m'expose à non cotées et c'est une ou trois choses. C'est d'un côté, j'ai acheté des actions Brix. Donc, ils avaient ouvert, quand ils ont fait une levée de fonds communautaire, j'ai aussi acheté des actions de la plateforme. Donc, je suis exposé aux actions de la plateforme, mais je suis aussi exposé aux actifs que sont proposés sur la plateforme. En termes d'actifs non cotés, si tu veux, je ne sais pas comment ça se compte, mais on a mes parts dans Invest et mes parts dans le magasin de vêtements de ma femme. Je ne sais pas comment ça peut se compter, mais on peut considérer que c'est du private equity, mais du non-côté. C'est du private equity que tu connais, quoi. Enfin, de tes boîtes à toi et des boîtes de tes proches, quoi. Enfin, tes proches. Brix, pas tes proches. Mais... Alors, le magasin de ma femme, c'est vraiment du private equity. Là, Invest, ça va plus être mes parts de. Ouais, tes parts de boîte. Fondées, quoi. Ouais. Alors que le magasin de vêtements, c'est vraiment j'ai payé le premier investissement pour le lancement du magasin et j'ai plus fait grand chose par la suite. Tu vois. Okay. Et j'ai de l'immobilier. J'ai pas d'immobilier en France, j'ai d'immobilier au Liban, de l'IMO locatif. J'ai 4 apparts locatifs. Un 5e qui n'est pas loué mais qui pourrait être loué parce que c'était mon ancienne résidence principale mais qu'on l'a pas encore loué. Voilà, j'ai aussi de l'IMO et donc la majeure partie de mon patrimoine c'est plutôt de l'IMO en fait au Liban. Ok. Et voilà. Et est-ce que alors ça j'imagine que tu investis en IMO au Liban quand tu as habité au Liban, c'est ça avant? Ouais. Ok. Et du coup, je vais peut-être dire des bêtises, hein, mais après, tu as habité à Dubaï et aujourd'hui, tu n'habites plus à Dubaï ou tu es encore à Dubaï? Non, actuellement, je suis à moitié entre Dubaï et le Liban. C'est juste que quand ma femme a accouché, elle a accouché au Liban parce qu'il y avait toute sa famille ici. Elle voulait pas accoucher toute seule à Dubaï. Et on a attendu qu'il grandisse un peu avant de retourner là-bas. Et on devrait retourner ou cette année ou l'année prochaine. D'accord, ok. Mais on y va, on y va tout le temps. De temps en temps, on y va juste pour s'assurer que tout est en ordre, quoi. On est principalement au Liban actuellement. Et quid de l'investissement à Dubaï immobilier? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pensé, que tu as investigué? Ça m'a beaucoup intéressé l'investissement à Dubaï en immobilier. Ce qui m'a surtout beaucoup intéressé, c'était une boîte là-bas qui faisait le même format de Brix, mais là-bas. Où en gros, tu pouvais investir de manière fractionnée dans des biens. Et il y avait des rendements super intéressants. Et je pense que c'est une bonne manière de rentrer sur un marché qui est... Le marché immobilier à Dubaï fait très peur. Le marché immobilier à Dubaï fait très peur parce que... Ça a l'air très volatile. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais ça m'a l'air risqué en fait. Tu vois. C'est beaucoup plus risqué par exemple qu'en France ou qu'à Paris ou que même dans les villes moyennes en France parce que c'est volatile. Il y a une très forte pression de nouvelles constructions. Et
ça monte, enfin, ça rejoint la volatilité dans le sens où ça monte très fort et ça descend très fort aussi. Donc quand ça se crache, mais quand ça monte, ça devient très très cher, tu vois. Mais là, C'est le par Bitcoin exemple, de l'immobilier. c'est le Bitcoin de l'IMO, ouais. Par exemple, au moment de la pandémie, ça avait bien baissé, ça pouvait être intéressant d'acheter. Et là, les prix ont bien remonté. Ouais. Mais le problème de Dubaï, c'est que c'est vraiment au quartier, quoi. C'est au quartier. Et les quartiers les plus demandés, c'est très très cher. Enfin, c'est très très cher. Je pense que dans les quartiers les plus demandés, les belles opportunités sont passées. Il fallait acheter avant, tu vois. Là, ça devient très cher. Ok. Mais c'est aussi pas pratique pour l'investissement. C'est pas comme en France. C'est pas ouvert à tout le monde. Dans le sens où en France, tu peux limite sans apport commencer à investir. À Dubaï, non. Il faut cracher 25% d'apport pour investir, je crois. Ouais, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu tous les pays du monde. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a que en France où on peut avoir du 100% en prêt. Hein. Enfin, quand tu as un bon dossier, bien sûr, mais j'ai l'impression que dans tous les pays, je suis pareil, je me suis renseigné pour la Colombie et tout. Enfin, il faut au moins la moitié en apport, quoi. Donc c'est pas simple. Quoi. Ouais, mais en Colombie, c'est combien le prix, le prix moyen d'un appart que tu as acheté, il va être combien? Ah oui, beaucoup moins cher, c'est sûr. Ça dépend des villes, hein, comme tout. Si tu vas dans les grandes villes, même dans les grandes villes, on est à 1 000 € le mètre carré, tu vois. Donc entre 1 000 et 2 000, tu vois. Donc ça va, quoi. Ça reste correct. Mais il faut quand même du cash, tu vois. Tu peux pas arriver et faire du levier et te faire rembourser ton crédit par le locataire, quoi. Oui, ouais, mais imagine que à Bogota, par exemple, ils veulent 25% d'apport sur un truc à 100 000. Si ton appart, il fait 100 mètres carrés, ce qui est pas mal, si c'était à Bogota, par exemple, 25 000 €, 25 000 $ d'apport, c'est normal, tu vois. Clairement. Ouais, bien sûr. Mais à Dubaï, quand tu dois claquer 25%, t'as pas des trucs à 100 000 à Dubaï. Ouais, c'est clair. C'est pas le prix mètre carré, il a combien là-bas? Ça existe. Ça dépend des endroits, mais si tu es dans un endroit premium, genre la Marina ou le downtown, ouais, tu es à au moins 5 fois ça, tu vois, 4-5 fois ça. Ok. Et ok. Sors l'apport. Donc tu as un apport de 100 000, tu vois. T'es juste à l'apport de 100 000. Est-ce que tu peux acheter cash en Colombie, quoi? Yes. Ok, Sébastien, est-ce que tu as d'autres actifs? Donc, en plus de la bourse, donc, tu nous as dit bourse, IMO fractionné, un peu de private equity, de l'IMO. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as testées ou que tu investis même en ce moment, que tu pourrais partager sur ta chaîne prochainement? Je ne sais pas. D'autres types d'actifs? Non, c'est globalement ce que j'ai. Les métaux précieux, je suis pas exposé aux métaux précieux. Je suis pas exposé à de l'alternatif. Tout ce qui est art, truc de objets de collection, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas grand-chose, pas vraiment. J'ai un peu, ça me dérange moi l'art et la collection en termes d'investissement, parce que je trouve que, enfin c'est pas que ça me dérange, c'est juste un avis personnel, c'est que je trouve que c'est dommage que l'art et les objets de collection soient devenus des prismes qu'on les voit via l'investissement avant de les voir via ce qu'ils sont de base, tu vois. Ça me dérange d'acheter un Picasso parce que je sais que ça vaudra une fortune. Je préfère acheter un Picasso parce que je suis passionné par Picasso et accessoirement, ça vaut une fortune. Tu vois, donc après, généralement, les gens. Ça m'intéresse pas comme d'investissement, tu vois. C'est-à-dire que je pourrais un jour peut-être acheter un truc de collection, mais parce que je suis passionné par cette chose, tu vois. Bah, c'est souvent ce qui est recommandé. Enfin, moi, ce que je recommande à mes clients, en tout cas, c'est ça, c'est que tout ce qui est investissement alternatif, exotique, type, voilà, je sais pas, moi, du vin, des voitures de collection, des montres et tout. Enfin, je trouve que c'est une mauvaise idée de le faire uniquement
pour le côté plus-value, mais vraiment le faire parce que tu es passionné et parce que tu t'y connais. Parce que si tu le fais vraiment pour le gain court terme ou même moyen terme, c'est la meilleure moyen de se planter en fait. Parce que tu as suivi peut-être une tendance, la vie d'un collègue, machin, et puis souvent tu vas être un peu le dindon de la farce. Alors que si tu le fais par passion, tu vas le garder déjà beaucoup plus longtemps, et plus tu vas le garder longtemps, généralement, tu maximises tes chances de gain. Et en plus, tu vas le faire tu mixes vraiment la passion et l'investissement. Donc, moi, je suis sur ce point-là, je suis comme toi, tu vois, sur les investissements alternatifs, vraiment de ce type-là, je suis. Voilà, si c'est pas ma passion, je n'y vais pas, quoi. Ouais. Je suis d'accord. Thomas, est-ce que toi, de ton côté, dis-moi, comment ça ressemblerait, un petit bilan rapide de comment tu investis toi? Il faut que tu m'interviewes sur ta chaîne pour que tu le dises. Non, je plaisante. On va le faire. Je plaisante. Un petit tour. Là, on vient de faire 1 heure. On en a pour 1 heure de plus, je te préviens. C'est pas grave. Je vais le faire. Tout rapidement, dans le sens où à quoi tu vas t'exposer. Est-ce que, c'est juste pour voir la différence entre moi et toi, de ce que j'ai. Comment tu te situes, tu vois. Alors, moi, je raisonne. Je sais qu'on a tous des façons de gérer une allocation d'actifs. On a tous des façons de voir une exposition par actif. Moi, j'aime bien raisonner avec la pyramide patrimoniale, avec une base, vraiment la base, le sécurisé, qui va être ta résidence principale, et on va dire tes fonds liquides, type fonds euros, livrets, ma compagnie. Ça, c'est ma base. Ensuite, en fonction du profil de risque, bien sûr, tu vas ajuster en fonction de tes actifs. Moi, je suis plutôt quelqu'un de jeune, d'offensif, donc j'ai une majorité sur les actifs risqués. J'ai ma résidence principale que je suis en train de retaper en ce moment. J'ai une partie donc sur mes livrets pour mon départ de précaution. J'ai une partie en fonds euros et en obligations pour ma partie défensive, qui représente à peu près 10 à 20% de mon patrimoine. Donc j'ai un peu de fonds euros, j'ai des ETF à maturité fixe et j'ai des fonds datés pour la partie obligataire. Ensuite, j'ai construit mes 2 piliers IMO et bourse. Sur l'IMO, j'ai du locatif. Donc j'avais 3 apparts, maintenant j'en ai plus que 2 parce que j'ai dû en vendre un pour acheter la RP. Mais dans la RP, je fais du locatif aussi, donc je vais avoir 3 biens en locatif. J'ai des SCPI aussi, des SCPI pour la partie IMO. Ensuite, sur la bourse, j'ai donc la partie action. J'ai une majorité ETF indiciel. J'avais des ETF exotiques, sectoriel tout. J'ai tout fait sauter. On pourrait y revenir si tu veux. Je suis vraiment resté que sur les ETF indiciels et j'ai du stock picking avec une stratégie, comme je t'ai dit, à peu près 2/3 d'actions de qualité, 1/3 d'actions à dividendes, mais plutôt des actions à dividendes croissants. Certains avec des plus gros dividendes, mais pour la partie plutôt défensive. Et ensuite, il y a le sommet de la pyramide, où là, il y a tout ce que j'appelle l'exotique. Dans l'exotique, il y a plusieurs classes. Tu as ce qu'on a dit tout à l'heure, les trucs alternatifs, donc type les trucs de collection, ça, j'y touche pas. La seule chose pour laquelle je pourrais y toucher, c'est les guitares, parce que je suis à la base, je suis musicien, j'adore la guitare, donc un jour, j'aimerais bien acheter des guitares, mais parce que c'est ma passion, mais pour l'instant, j'en ai pas. Mais sinon, dans l'exotique, j'ai de la crypto, une exposition quand même non négligeable, je dirais j'ai au moins 10% de patrimoine qui est en crypto. Pour les raisons que je t'ai expliquées, notamment ma conviction sur le Bitcoin. J'ai du crowdfunding immobilier via Brix, pas que, mais voilà, je joue aussi via Brix. J'ai des métaux précieux, notamment de l'or, et du private equity. Voilà, grosso modo, c'est tous les actifs que j'ai. Je t'ai fait ça d'un peu de manière décousue, j'essaie de te le faire vite. Non, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant d'avoir parce que c'est une pyramide de conseillers de gestion, tu vois. Tout est clean, tout est à sa place. Ouais, j'ai ça. Alors que moi, c'est un peu plus le bordel, tu vois. Ouais, j'ai 3 portefeuilles, j'ai un peu de ça, Il n'y a pas de structure, tu vois. Mais je pense que pour bien gérer son patrimoine, effectivement, je pense que le mieux, c'est d'avoir une structure dans le sens où on valide déjà les fondamentaux pour passer au palier suivant, pour passer au suivant, tu vois. Donc, non, c'est bien, je suis pas du tout au contraire. Je devrais tendre vers ça.
Mais l'un de l'autre, tu l'as déjà. Hein. L'un de l'autre, tu l'as déjà. C'est juste que tu n'as peut-être pas posé ça sur papier. Et d'ailleurs, avec Invest, tu peux le faire maintenant. Mais je dirais que tu n'as pas trop parlé de ta partie sécurisée. Mais en réalité, je ne sais pas si tu as ta RP ou pas. Mais enfin, voilà, si tu as au moins ton épargne de précaution et ta résidence principale, ta part sécurisée, tu vois, ta base, elle est là. Après, immobilier, bourse, tu l'as. L'exotique, c'est juste que. Tu en as, tu as ton private equity et un ETF crypto en réalité, donc, et ton crowdfunding. Donc en réalité, ta pyramide, elle est construite. Hein. C'est juste qu'il faut vérifier. Moi, je pense que le truc à vérifier de ton côté, c'est peut-être le pourcentage de chaque truc. La proportion de chaque classe d'actifs soit cohérente avec ton objectif et ton profil de risque. Tu vois, si tu te rends compte que tu as un profil de risque défensif, ce qui m'étonnerait fortement, forcément, avec autant d'actions, autant d'exotiques, c'est un peu déséquilibré. Encore une fois, je pense que c'est pas ton cas et je pense qu'aujourd'hui, tu as fait évoluer ta stratégie, donc je pense que ça c'est cohérent avec ce que tu souhaites avoir et ton profil de risque. Ok. Merci pour la petite session de conseil. Tu m'enverras tes honoraires. Les honoraires, c'est ça. Ah, mais c'est marrant parce qu'au moins, tu vois, ça récompensera les gens qui restent jusqu'au bout. Tu vois, ils auront eu un aperçu de mon patrimoine parce que moi, je le partage pas trop mon patrimoine. Donc, d'accord. Voilà, mais après, plus ça va et plus je commence à l'accepter. Mais voilà, au moins, les gens qui resteront jusqu'au bout, ils auront un petit aperçu de comment est construit mon patrimoine. Écoute, merci beaucoup Sébastien en tout cas pour ton temps, pour cet échange, c'était vraiment super intéressant. Alors on n'a pas trop parlé d'Invest, je voulais quand même te faire une petite pub gratuite parce que c'est quand même moi un outil que j'utilise. Alors je te cache pas que même dans ma formation Smart Dividend, ça fait partie des outils que je recommande en tant que screener. Super. Donc voilà, je me dis que c'est aussi l'occasion de mettre un peu en avant ce que tu as fait parce que tu as quand même du super taf. Est-ce que tu peux nous parler de la V2 qui je sais vient d'être lancée ou qui est en cours qui vient d'être lancée? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'on peut retrouver aussi là-dessus? Alors, comme on l'avait dit en intro, donc Invest, c'est une plateforme, c'est 2 produits en un. Donc, c'est un produit de gestion de patrimoine avec un produit d'analyse et de recherche financière, où en gros, on va avoir la possibilité de screener des actions, des ETF, des cryptos ou des SCPI avec des filtres, des fiches financières super détaillées, avec plein d'infos intéressantes, que ce soit sur toutes les classes d'actifs. Ça va permettre en fait de pouvoir surveiller les actions, trouver des nouvelles actions ou des ETF, comparer avec ceux qu'on a déjà. Et on a la partie gestion de patrimoine où en fait on va tout simplement pouvoir ajouter tout son patrimoine sur la plateforme et la plateforme va permettre de calculer, va te donner plein d'insights, va suivre en temps réel la valeur de tes investissements, tu peux connecter tes comptes bancaires, tu peux connecter tes courtiers automatiquement, on va récupérer toutes les infos de manière 100% sécurisée évidemment. Et tu vas pouvoir avoir des insights sur ton niveau de diversification, sur ton niveau de liquidité, si tu es plutôt liquide, illiquide. On va calculer tes performances pour chaque portefeuille par rapport à des indices, par exemple le SP500. C'est comme ça d'ailleurs que je sais que je bats ou pas sur chaque portefeuille le SP500 par exemple. Tu vas aussi pouvoir suivre tes revenus passifs via un calendrier. On va automatiquement récupérer les dividendes des actions. On va te dire, voilà, en janvier, tu vas toucher 33 € de dividendes, par exemple. On l'a lancé ça en août 2023, il y a 1 an et demi. Et après, donc on a lancé ça, c'était vraiment une grosse bêta officielle. Et on a vite récupéré les données pour améliorer, les données des premiers retours des utilisateurs pour améliorer la plateforme. Et on a bossé dessus pendant presque 1 an. Donc tout 2024, c'était dédié à cette V2. Et on a lancé la V2 il y a quelques jours. Et on a vraiment... je ne sais pas si toi, tu te rappelles de la V1 et tu as vu la V2, mais on a complètement redessiné la façon dont tu cherches des actions, tu analyses des actions de manière simplifiée. On s'adresse aux débutants et aux confirmés. Mais ce n'est pas compliqué. L'objectif, c'était de reproduire ce que j'avais fait avec ma chaîne de simplification de la bourse sans utiliser de jargon, etc., et que ça soit beau visuellement, sur une plateforme de gestion de patrimoine et de recherche et d'analyse financière. Trop bien. Alors, je vais être franc avec toi, Sébastien, j'ai pas encore eu le temps de regarder la V2, mais j'ai beaucoup utilisé la V1. Mais ouais, après, tu me diras si jamais il y a un lien de parrainage, on pourra le mettre dans la description. Je sais pas si d'ici la sortie de l'épisode, je suis pas certain qu'il soit sorti, mais puis de toute façon, même s'il n'y a pas de lien de parrainage, je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent tester. Mais en tout cas, ouais, moi j'avais la V1, je l'avais pris en pro et je l'ai toujours en pro d'ailleurs. Et voilà, c'est validé par Investir Simple, quoi. La V2 va beaucoup changer, donc ça devrait beaucoup te plaire.
Ça a beaucoup de Ok. Ben, je vais aller checker. Merci en tout cas pour cette petite promotion. C'était pas nécessaire, mais c'est bah après, comme on se disait en off, moi, souvent, je mets en avant des produits que j'utilise et que j'aime. Alors, ça peut être des sponsors, des gens qui me payent pour ça, et les gens ils le savent sur la chaîne, j'ai des sponsors des fois. Bon, toi, c'est pas du tout sponsorisé, clairement. mais voilà, après, je le dis aussi parce que voilà, j'aime bien, et c'est bien aussi de dire quand quelqu'un fait un bel outil, et puis voilà, c'est cool de le mettre en avant. Donc, écoute, voilà. En tout cas, ceux qui veulent tester, voilà. Moi, je l'ai testé, je le teste, et je l'utilise. Je sais pas que je le teste, je l'utilise, et ça marche très, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Sébastien, avant qu'on clôture cet épisode, quelque chose que tu aurais oublié de dire ou qui te paraissait important pour conclure? J'ai juste une chose à dire à tous tes auditeurs, c'est continuer d'investir. et aussi, surtout, le meilleur moment pour investir, c'était hier, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. C'est jamais trop tard. Yes, évidemment. Mais ne jamais arrêter, ne jamais baisser les bras, même si on voit des petits résultats ou des résultats négatifs. C'est un long processus, mais la garantie que j'ai, c'est que arriver à la retraite ou arriver au moment où il faut donner aux enfants en héritage, on ne regrettera jamais d'avoir investi, même si c'était 10 balles par mois. Complètement d'accord. Ouais. Et même si on commence avec 10 balles, ça fera quelque chose quand même à la fin. Ouais. Ok, merci beaucoup. C'est une boule générationnelle. C'est-à-dire que, imagine-toi ton grand-père qui avait investi que 10 francs, ou peu importe ce que c'était, mais 10 par mois à l'époque, et que lui, il se disait, mais ça sert à rien, et qu'il l'a donné à ton père, qui a continué, et qui te donne, et toi, il t'a donné peut-être 10 millions d'euros, tu vois, aujourd'hui. C'est ça que ça vaut. Donc, investir, c'est penser à soi, mais c'est aussi penser à sa ligne, tu vois, de mes enfants, ceux d'après. C'est comme ça que les familles, en fait, de riches se créent. C'est juste qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose et il l'a transmis, tu vois. Et je trouve que beaucoup de monde s'arrête plutôt à leur propre vie ou à ceux de leurs enfants, mais sans vraiment avoir cette optique de génération, tu vois, de famille, de ligne en fait générationnelle. Et là, en investissant 10 euros par mois, même si je le fais toute ma vie, et en éduquant mes enfants à le faire, je sais que dans X générations, la famille Coubard sera, je vais dire un mot pour que ça se comprenne, mais c'est pas forcément le même mot, mais ça sera les Rothschild ou les Arnaud, tu vois, de leur génération. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a un vieux papy, un ancêtre qui est moi, qui avait décidé de faire ça, tu vois, justement. Donc, c'est avoir cette vision-là, au-delà de soi-même, c'est vraiment ses enfants et la génération, tu vois, qui suit. Ok, écoute, ça me parle beaucoup parce que du coup, pareil, moi je fais ça pour mes enfants, j'investis aussi déjà pour mes enfants et ça me parle énormément ce que tu dis et c'est mon objectif aussi, c'est que transmettre cette éducation financière que je pense toi comme moi, je connais pas trop ton passé, mais moi je sais que comme beaucoup, j'ai pas eu d'éducation financière, moi mes parents ils m'ont jamais investi, tu vois, donc j'ai dû tout faire par moi-même et je sais que voilà, ce sera quelque chose que je ne reproduirai pas avec mes enfants et que je leur montrerai aussi. Les grands principes pour faire perdurer cette ligne générationnelle comme tu dis. Ouais. Exactement. Merci beaucoup Sébastien pour ce super échange. Et puis écoute, je te dis, j'espère à très bientôt pour pourquoi pas un autre épisode. J'espère qu'on n'attendra pas 4 ans pour le faire. Puis écoute, je te dis à bientôt. Salut. Merci beaucoup. Bonne journée à toi.